Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, on a trois sujets à discuter, en fait trois sujets importants. On va parler tout d'abord de la dernière visite du chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, dans les territoires palestiniens, en Israël également. Puis on va parler de la Libye, de la réunion d'aujourd'hui qui a réuni un nombre de responsables et d'États pour discuter des moyens de combattre Daesh en Libye. Et notre troisième et dernier sujet concerne la Russie, le bouclier antimissile de l'OTAN en Europe et la réaction de Moscou. Tout de suite, on va commencer par notre premier sujet pour ce soir, c'est le processus de paix. En fait, le ministre français des Affaires étrangères a effectué hier une visite éclair en Israël et en Cisjordanie pour présenter au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et également au chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas les contours de la conférence internationale qui est prévue à la fin de ce mois, le 30 mai. En fait, la France envisage cette conférence pour essayer de converger toutes les bonnes volontés et trouver une issue pour faire revenir toutes les parties concernées sur la table de négociation, encore une fois, pour trouver une solution au processus de paix. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la visite du ministre français dans ce commentaire de Yara Choucha, et puis on revient pour plus d'explications. Cette conférence au niveau ministériel doit rassembler les membres du quartet, les États-Unis, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne et la Russie, avec les principaux membres de la Ligue arabe et plusieurs autres États intéressés. Des groupes de travail devraient être mis en place à cette occasion sur les sujets clés, présidés chacun par un ou deux pays. Les deux parties ne seront invités à la table de discussion que dans un deuxième temps, lors d'une conférence au niveau des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à l'automne, selon le chef de la diplomatie française. Ce dernier, qui était accompagné par Pierre Vimont, l'émissaire spécial de Paris, promouvant cette initiative, a confirmé que la France était prête à modifier de 2-3 jours la date de la conférence prévue le 30 mai afin que le secrétaire d'État américain John Kerry puisse y participer. La date limite est la fin de cette première semaine de juin lorsque commencera le Ramadan. Le ministre français a estimé que le statu quo actuel était intenable et dangereux. La France est désintéressée, a-t-il assuré, et en même temps elle est profondément convaincue que si on ne veut pas laisser prospérer ici dans cette région les idées de Daesh, il faut faire quelque chose. Le responsable français réfutait les doutes de Benjamin Netanyahu qui avait mis en doute l'impartialité de l'initiative de Paris en brandissant un récent vote de la France à l'UNESCO. Comme l'explique Le Monde, la France avait voté le 14 avril en faveur d'une décision visant à sauvegarder le patrimoine culturel palestinien et le caractère distinctif de Jérusalem-Est, la Palestine considérant Jérusalem-Est comme sa capitale. Netanyahu a en outre affirmé qu'il avait dit au ministre français que la seule manière de faire progresser vraiment la paix entre les Palestiniens et les Israéliens est de tenir des négociations directes sans conditions préalables. Il a ajouté que toute autre formule constituerait une frappe de secours pour les Palestiniens par laquelle ils pourraient éviter de satisfaire à une demande de clé d'Israël, à savoir celle d'être reconnu comme l'État-nation du peuple juif. Après son entretien avec Netanyahu, à l'issue duquel il n'a pas fait aucune déclaration, Jean-Marc Ayrault a rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas à Ramallah, pour lui présenter l'initiative. Les deux hommes ne sont pas non plus exprimés par la suite. Les pourparlers israélo-palestiniens sont au point mort depuis l'échec de la relance des efforts de paix par les États-Unis en 2014. C'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. NaëlTV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur NaëlTV International. NaëlTV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. NaëlTV aborde tous les thèmes qui vous intéressent.
Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone. Oui, monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Abdelmahdi Mtawa, qui est expert en affaires palestiniennes au Forum du Moyen-Orient pour les études politiques et sécuritaires, qui va essayer de nous parler davantage de cette visite, également du processus de paix en général. Vous êtes le bienvenu, merci à vous. Nous sommes aujourd'hui, on commence par la visite effectuée hier par le chef de la diplomatie français pour les territoires palestiniens et Israël. Et le but de cette visite, c'est de présenter l'idée de la conférence que la France veut la faire ou la tenir en 30 mai. C'est une conférence comme une tentative pour vivre les négociations de paix. On veut savoir l'importance de cette conférence et les résultats. Le chef de la diplomatie français, Jean-Marc, et le ministère français international, Pierre Fémoin, ont visité Ramallah et Tel Aviv. Et c'était une visite. C'est la première visite pour présenter l'initiative. Avant ça, ils ont préparé pour cette initiative. L'initiative française dépendait sur une tentative internationale à relancer les deux parties, à défendre Netanyahou, à ne pas faire fertiliser les deux pays. Il englobe les deux accords, l'accord de la paix internationale. Au mot le discours d'Obama se dépend sur trois principes: que c'est un État palestinien sur le territoire 67 avec l'échange de territoire. Jérusalem est une capitale conjointe pour les deux pays. En outre, ils ont pressé un calendrier temporaire pour mettre fin à cette occupation à travers une conférence pacifique internationale qui se diffère aux ex-conférences selon leur méthode. Ils ont exclu la méthode de négociation prochaine, directe, et également c'est la première fois qu'ils vont faire réunir les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, les Nations unies, 20 autres pays et la Ligue arabe et quelques organisations internationales. C'est une réunion entre la Palestine et Israël à la fin de ce mois pour mettre des bases pour aboutir à une solution tout le monde accepté et pour relancer le processus de paix pour l'intérêt de l'État palestinien. En automne, il y avait une conférence avec le même élément de la première conférence avec la présence des deux parties palestiniens et israéliens pour mettre un mécanisme pour la surveillance et également suivre toutes les exécutions de cette conférence. En effet, monsieur, comment une conférence comme cette conférence qui ont pour but les deux côtés, les Palestiniens et Israéliens, assistent sur la table de négociation. Ils collectent au début des pays selon ces deux parties. Est-ce que il y avait des conditions où les deux parties doivent exister bien pour se mettre d'accord avec le reste des pays? Enfin, ils ont trouvé avec le temps, il y avait des problèmes ou des obstacles mis par Israël pour abattre les pays palestiniens et la dissolution des deux pays. Si Israël refuse ou si elle accepte, il y avait des points positifs et négatifs. Enfin, qui va accepter ou refuser cette conférence, on va avoir une situation internationale tout à fait différente et des convictions internationales également tout à fait différentes, notamment que les convictions internationales sont plus proches que Israël entrave le processus de paix. Il essaie d'entraver le processus et l'opération de la colonisation. Et la conférence, s'il ne réussit pas de la façon demandée, il va relancer avec la solution la plus proche et de mettre une protection pour le peuple palestinien et pour garantir les droits du peuple palestinien et pour donner prochainement et au futur une relance et une plus grande capacité afin d'atteindre une solution internationale.
Est-ce que récemment, c'est la tentative du pays par les États-Unis sont le parrain officiel pour le processus du paix? Est-ce que c'est une tentative, une nouvelle tentative effectuée par la France pour assister sur la table de négociation? Les différences dans ce sujet que les États-Unis et le gouvernement d'Obama est absent au Proche-Orient depuis beaucoup de temps. Ils ne peuvent pas pratiquer de pression contre Israël et contre le gouvernement de Netanyahou. L'initiative française essaie d'exclure et de faire sortir une image tout à fait différente qui éloigne l'alignement israélien et pour mettre un espace pour le gouvernement actuel à représenter peut-être une simple chose afin de revivre la dissolution des deux pays malgré le temps qui est en bref. Mais il essaie de trouver une issue à participer à résoudre cette crise, notamment qu'il y avait un terrorisme qui atteint les territoires, que la stabilité et la lutte contre le terrorisme s'établit sur la manière avec laquelle ils peuvent faire résoudre la cause palestinienne. Quand on parle en ce qui concerne la cause palestinienne, récemment, quand vous avez fait allusion au début, il y avait plusieurs solutions pour la cause palestinienne. Est-ce que cela fortifie un peu et renforce de son poste actuellement? Il va la renforcer prochainement si on assiste à une autre fois sur la table de négociation? Oui, bien sûr. Tous les résultats fructueux collectés par la Palestine et l'autorité de la libération récemment dans les années passées, ce sont des réussites impréalables enregistrées pour le président actuel. Il essaie de faire un transfert provisoire à travers les aveux accueillis par la Palestine et dans l'Assemblée générale, bien sûr, ça va avoir une influence, une situation tout à fait différente. C'est pourquoi Israël craint de remédier la cause palestinienne aux Nations Unies. On ne doit pas oublier qu'Israël également avait fait la décision de la subdivision. Elle craint d'atteindre à cette phase. Elle craint d'avoir une membre de la communauté internationale après avoir abouti à une conviction qu'il entrave le processus du paix. Et ils ne veulent pas établir un pays palestinien. Ils peuvent aboutir à une phase finale. C'est pourquoi Israël essaie tout le temps de faire affaire de manœuvre et il refuse et essaie malgré le refus de Netanyahou. Il refusait l'initiative française parce que le chef de la diplomatie française avait dit que cela ne signifie pas qu'on va pas tenir une conférence. La France défie d'une façon indirecte et directe. Si on prouve et Israël ne donne pas des indices positifs pour cette initiative, la France va avouer que la Palestine est un pays international est un pays au niveau international. C'est pourquoi Israël savait au niveau populaire aux États-Unis et en Europe, il y avait un certain changement pour l'alignement complet au niveau académique en Europe. Et avant-hier, sur la télé israélienne, sur la 10e chaîne, il y avait un programme qui étale et qui présente, il y avait un boycottage et il y avait une conviction complète chez tous les académies que les Palestiniens ont le droit à établir un pays et ils sont contre tous les racismes pratiqués par Israël. Ils ont prouvé que pour l'intérêt d'Israël, on doit établir un État palestinien et tout ce que Netanyahou avait fait n'est pas utile pour les Juifs. Il a exécuté des entretiens avec les professeurs dans les universités. Également, disaient, ils ont caché leur nationalité juive lors de leur représentation académique. Donc, parce qu'il y avait un soutien populaire, notamment au niveau des étudiants académiques en Israël. Il y avait une certaine dissolution, le boycottage des produits des colonies. Également, Israël prend bien encore
conscience donc susceptible. Il y a des gouvernements, des parlements, l'opinion publique va atteindre et va aboutir à tout le monde s'il n'atteint pas dans l'état actuel de la façon qu'on le veut. Israël prend en conscience de tout ça. C'est pourquoi il craint à atteindre à une solution internationale. Vous avez fait allusion que dans la prochaine période, après la conférence du 30 mai, on va avoir d'autres négociations pour assurer sur cette initiative. Est-ce qu'il y avait des conditions par les deux côtés? On peut soit du côté palestinien ou israélien, est-ce qu'on va avoir des conditions? Non, c'est une table bilatérale. Ce n'est pas une table bilatérale, c'est une conférence de paix qui va avoir il va avoir des initiatives également et des garanties qui vont être assurées et présentées par plus d'un pays pour les deux côtés pour faire passer les obstacles, les entraves et pour mettre une carte ou un plan et une solution afin d'établir un pays palestinien. Et le plus important dans la conférence prochaine ou dans l'initiative française, c'est de limiter un calendrier temporel pour mettre fin à cette colonisation et à cette occupation israélienne. En fin de compte, après 2 ans, on doit mettre fin à cette colonisation sans pression exécutée contre Israël, le côté faible, le palestinien jusqu'à la fin. Non, c'est la différence entre la situation qui est tout à fait différente. Je vous ai dit, je dirais pour une autre fois, si cette conférence ne pousse pas Israël à accepter tous les articles, mais il va mener à assurer par tous les Européens, par le monde entier, que l'entrave et l'obstacle, le seul obstacle pour ce sujet, c'est Israël, ce qui va contribuer dans les Nations Unies à imposer la protection internationale pour le peuple palestinien. Bien sûr, dans toutes les négociations, il y avait des demandes pour l'indemnisation d'un côté ou de l'autre afin d'atteindre à des accords. Quelles sont les demandes que Israël ou que la Palestine ne peut indemniser pas? Peut-être les négociateurs dans des limites précis dans une terre. Mais Jérusalem est une capitale pour la Palestine. En 1967, en une souveraineté complète, en un aéroport, un pont, les Palestiniens débrouillent comme ils le veulent, vide de tout colon. On doit lui donner comme une qualité de contact avec tous les pays, le retour pour le pays palestinien ou le retour pour les territoires qui ont été occupés en 1948. Ce sont les limites principales et primordiales et les demandes du peuple palestinien. Depuis quelque temps, il y avait des problèmes qui ont été faits, des problèmes entre les diverses fractions palestiniennes. Mais depuis quelque temps, on peut dire que ça a apaisé beaucoup. Est-ce qu'il atteint à un accord ou à une certaine réconciliation ou entente entre eux? Depuis 2007 jusqu'à maintenant, les conditions ne se changent pas. Il vu d'un bouleversement du mouvement du Hamas contre le président palestinien et la domination complète sur la bande du Gaza et à ne pas exécuter aucun genre d'élection. Cette situation ne se changeait pas, mais elle devenait plus pire. Il y avait une grande souffrance pour le peuple palestinien à Gaza et il y avait une expression, il y avait blocage, il y avait arrêt pour la construction après 3 guerres. Après 3 guerres, il n'y avait pas aucun intérêt pour les Palestiniens. Hamas, jusqu'à maintenant, refuse à faire établir le gouvernement d'entente pour faire éclaircir
autorités et le régime du Gaza, ils refusaient à exécuter les articles de la réconciliation et mettre en rage l'intérêt du peuple palestinien devant les salaires des Palestiniens après 2007, sans donc fournir une occasion pour des solutions médiocres au moyen ou à long terme. Hamas, jusqu'à maintenant, met en rêve que ça donne un espace, une occasion et un temps qui la permettait à changer dans le temps vu des changements climatiques. Elle attendait le projet turc qui a une relation avec l'OTAN, le Hamas et Israël. Ce sont les deux parties qui ont refusé l'initiative française, l'intérêt pour la construction. Cela va mener une séparation complète du Gaza au reste des territoires, ce qui met la dissolution des deux pays qui la donnent la capacité. Et la Turquie également veut avoir une main sur les frontières derrière de l'Égypte est et orientale. La Turquie veut avoir une existence dans la bande du Gaza. C'est pourquoi le projet turc ou le plan turc israélien va avoir une existence turque dans cette place. C'est un ensemble d'intérêts régionaux qui s'emparent à tous les sujets. L'intérêt palestinien demande et exige qu'on doit exécuter la réconciliation d'entente avec le terrain du Caire, mais c'est une réconciliation qui a plus d'un part, mais le président palestinien avait déclaré l'intérêt du peuple palestinien et va accepter cette réconciliation sur l'Égypte palestinien et Hamas doit promouvoir l'affaire holocauste palestinien contre les intérêts partiels. Est-ce que l'autorité palestinienne essaye d'une façon ou une autre à dominer sur la situation et à lutter contre tout ce qu'elle entrave? Est-ce que le peuple palestinien voyait que Hamas contre leur intérêt? Ce n'est pas c'est facile de parler, mais quand vous vivez sur le terrain de la réalité à Gaza, ils vivaient avec le fer et le feu. Il y avait un groupe de jeunes qui ont commencé une grève contre la nourriture. Ils ne passent pas un seul jour sans détention. Ils expriment seulement leur point de vue et leur opinion. Et ils contestent tout ce qu'il a fait Hamas. Il y avait répression pour les libertés. Il y avait beaucoup de souffrances imputées au peuple palestinien. Il se préoccupe aux questions détaillées et quotidiennes de l'électricité qui ne s'attendent pas au peuple du Gaza. Il y avait 6 heures chaque jour, quotidiennement, 8 heures. Ils se préoccupent à fournir une vie pour leur fils. Hamas avait pu a représenté un service pour Israël. Un des espoirs, plus de 80% des jeunes palestiniens, c'est l'immigration. Israël veut payer de l'argent pour les jeunes, pour l'immigration. Aujourd'hui, il y avait un désespoir et pessimisme bien clair chez les jeunes palestiniens. Malgré toutes les conditions pires, les conditions palestiniennes entre Fatah et Hamas, mais au début du dialogue, il y avait un certain optimisme en ce qui concerne la question palestinienne, notamment après avoir dit que c'est clair pour tout le monde entier que l'entrave est émise par le côté israélien. J'avais lu les causes de l'optimisme. Dans les deux cas, on va se profiter. Si Israël avait ratifié française, on retourne au notre chemin. Il y avait une surveillance internationale. Il y avait un espoir si Israël refusait l'initiative française. Bien sûr, Palestine va se profiter. La seule entrave, la seule obstacle, c'est le gouvernement du Netanyahou. Donc, plus de maintien, plus de soutien, les initiatives qui se trouvent dans les Nations Unies. Depuis une semaine, il y avait des séances au Conseil de sécurité qui ne sont pas officielles pour la ratification de la protection internationale pour le peuple palestinien. Dans les deux cas, on ne va pas se dérouter. Dr Abdelmahdi Montawa, je vous remercie infiniment.
Bien, mesdames, messieurs, tout de suite, on va passer à notre deuxième sujet pour ce soir. On va parler de la Libye. En fait, la communauté internationale est au chevet de la Libye aujourd'hui. Des ministres des Affaires étrangères européens, des États-Unis et des pays voisins de la Libye, bien sûr dans l'Égypte, se réunissent à Vienne pour discuter du chaos qui règne dans le pays et des moyens de combattre les groupes terroristes de Daesh. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant ces réunions dans ce commentaire de Yara Choucha, et puis on revient pour plus d'explications. Cette réunion se déroule à un moment crucial. D'une part, les terroristes du groupe Daesh ont récemment étendu leur influence à l'ouest de la ville libyenne de Sirte qu'ils contrôlent depuis juin 2015. D'autre part, le gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU peine à asseoir son autorité. Le sommet, présidé par le chef de la diplomatie italienne Paolo Gentiloni et le secrétaire d'État américain John Kerry, réunira les principaux acteurs régionaux et internationaux dans le but de soutenir le processus de stabilisation en Libye, a déclaré M. Gentiloni au cours d'une récente visite en Tunisie. Les participants tenteront aussi d'apporter un soutien supplémentaire au nouvel exécutif libyen, dirigé par Fayez Sarraj, au moment où ce dernier fait face à de nombreuses difficultés, dont celle d'imposer son autorité dans un pays rongé par les divisions. Depuis son arrivée à Tripoli fin mars, le gouvernement Sarraj a toutefois réussi à étendre son pouvoir dans la capitale et à rallier à sa cause les milices armées de l'ouest du pays. Les ministres des Affaires étrangères discuteront du soutien international au nouveau gouvernement et se concentreront sur les questions sécuritaires, a déclaré le porte-parole du département d'État John Kirby. Des responsables et des diplomates américains avaient affirmé jeudi que les États-Unis étaient prêts à assouplir l'embargo de l'ONU sur les armes imposé au début de la révolte contre le régime de Muammar Kadhafi en 2011. La guerre contre les terroristes est au centre d'une autre bataille entre les forces du gouvernement d'union et celle du gouvernement parallèle basé dans l'est du pays et dirigé par le général Khalifa Haftar. Les deux autorités rivales accélèrent les préparatifs pour déclencher en premier l'offensive visant à chasser Daesh de Sirte au risque d'éloigner la perspective d'une réconciliation et d'une victoire contre les terroristes. Bien, mesdames, messieurs, pour cette deuxième partie, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Mahmoud Sabet, historien et également analyste politique. Bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Alors, la communauté internationale s'est réunie aujourd'hui. En fait, l'Union européenne, plusieurs pays voisins de la Libye, dans l'Égypte, les États-Unis, ils se réunissent tous aujourd'hui à Vienne pour essayer de trouver un moyen de sortir ce pays de l'impasse et du chaos qui règne, surtout avec l'avancée des groupes terroristes Daesh. Alors, comment vous voyez la situation aujourd'hui en Libye, tout d'abord? Je la vois actuellement qu'un énorme manque d'autorité. Il n'y a pas une autorité centrale actuellement. Oui. En plus, il n'y a vraiment pas une autorité politique actuellement. Il y a certains groupes, il y a une énorme quantité de milices séparées, dont la moitié du temps ils sont en train de s'entrebattre. C'est une situation très sérieuse, très chaotique, et bien sûr, dans des situations pareilles, les éléments extrémistes, les éléments terroristes trouvent un foyer, et trouvent non seulement un foyer, mais un foyer de quoi agrandir. Alors ça devient de plus en plus dangereux, et au moment qu'on le laisse tranquille, qu'on la laisse telle qu'elle est, elle devient de plus en plus pire et de plus en plus compliquée et plus difficile à enlever. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui se réunissent aujourd'hui, des pays européens, des pays voisins de la Libye, également les États-Unis, mais en fait, il faut dire que est-ce que vous voyez que cette fois-ci, ces pays ont vraiment intérêt, je parle bien sûr à part les pays voisins dans l'Égypte, bien sûr, qui ont vraiment intérêt à revoir la sécurité ou se rétablir en Libye. Mais est-ce que vous voyez que la communauté internationale va vraiment travailler à rétablir la sécurité dans le pays, ou on va continuer à voir toujours le même scénario qu'on voit en Irak, en Syrie, partout dans les pays qui ont des problèmes? Moi, je vois que c'est trop proche à l'Europe. Et la situation est telle que ce n'est que juste à l'autre côté vraiment d'un lac. Et dans ce sens, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sérieux dans ce sens. Et oui, non, je vois que là, la communauté internationale, les Américains, l'Europe, sont certainement sérieux à trouver une solution. Je pense que
qui est vraiment leur problème, la grande question et la méthode qu'ils vont utiliser de trouver cette solution. Bien sûr, ils ont la préférence d'une solution diplomatique, une solution politique, mais là je doute qu'on pourra vraiment trouver quelque chose comme ça actuellement selon les circonstances qui existent actuellement en Libye. Oui. Avec quelqu'un comme Haftar qui pourra bien être une autorité centrale, alors peut-être un moyen est de trouver un moyen de le soutenir et de l'aider vraiment du désarmement de la Libye. Oui. Et c'est plutôt, je pense que la fin du compte, il n'y a pas vraiment d'autres options. Oui. Mais en fait, la semaine passée, c'est ici en Égypte que le Premier ministre libyen avait demandé la levée de l'embargo. Cette semaine, on voit que les États-Unis parlent d'une possible levée de l'embargo. Mais en fait, avec cette autorité, si on peut le dire en Libye, c'est-à-dire il y a plusieurs autorités, plusieurs responsables, alors qui sera chargé de vraiment être armé encore une fois et qui sera en charge? Est-ce que ce serait facile de dire qui mérite vraiment d'avoir ces armes? Je pense que même avec un embargo, la Libye trouve toujours un moyen de trouver des armes. Ce que je pense que ce qu'on est en train de parler, c'est sur des armes lourdes et des armes qui pouvant faire une différence sur le champ de bataille. Et c'est plutôt ça, vraiment, que l'embargo, alors, à ce moment-là, est-ce que ce sera général? Est-ce qu'ils vont enlever l'embargo? Alors, n'importe qui est libyen pourra acheter des armes. Là, je doute. C'est plutôt les autorités responsables, les autorités légitimes seront ceux qui auront le droit d'acheter. Mais c'est un peu ça qu'ils ont un peu tombé dans un certain pétrin en tout ça pendant les derniers 2-3 ans. Qu'ils n'ont pas vraiment arrivé à une conclusion qui est le plus légitime. Oui. Ils ont pris des côtés, je dois le dire. Le gouvernement qui était à Tripoli a été enlevé. Il y a eu un coup d'État contre eux. Ils se sont allés à Benghazi et éventuellement à Tobrouk. Et vraiment, à la fin du compte, c'est eux les légitimes, tandis que les autres n'ont pas de légitimité. Sinon, on sera là pour encourager des situations pareilles. Et c'est pas vraiment une bonne idée de faire ça. Oui. Mais en fait, par exemple, parmi les problèmes que traverse ce pays, c'est que, par exemple, pour combattre les djihadistes, le groupe Daesh, il y a les deux côtés qui chacun veut lancer l'offensive contre les terroristes. C'est-à-dire il y a les forces du gouvernement d'union et celles du gouvernement du général Haftar. Alors, est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut d'abord unir les Libyens avant de commencer de trouver un moyen de combattre les terroristes? Parce qu'une fois que les deux ne sont pas mis d'accord, alors ce serait très difficile de combattre le terrorisme dans le pays. Ça a eu beaucoup de temps vraiment à arriver à un moment que peut-être ils peuvent se réunir contre un ennemi commun, comme le Daesh qui est en Libye actuellement. Mais je dois dire que moi je ne trouve pas vraiment beaucoup d'espoir de trouver une unité entre les deux. Oui. Alors si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire une solution politique. Une solution politique, bien sûr, sera que les deux côtés se réunissent, qu'ils ont des accords entre eux, qu'il y a une sorte de protocole qui sera suivi après la défaite de Daesh. Mais moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas que... je suis un peu pessimiste qu'ils pourront même faire ça. Oui. Alors, ce sera ou un ou l'autre à la fin. Actuellement, c'est pas vraiment des éléments qui cherchent à trouver des solutions en accord. Oui. C'est des gens qui trouvent une solution pour eux-mêmes et que eux gagnent et tous les autres perdent. Et bien sûr, on ne trouve jamais des compromis dans des circonstances pareilles. Alors, bien sûr, on sait, c'est très clair le rôle de l'Égypte. L'Égypte veut vraiment rétablir la sécurité dans le pays et déploie beaucoup d'efforts pour essayer de trouver des solutions pour les problèmes en Libye. Mais les autres pays arabes, la Ligue arabe, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le moment vraiment d'avoir un rôle important? Surtout que
ces pays vont comprendre beaucoup plus ce qui se passe en Libye que la communauté internationale et les pays européens? Je suis tout à fait d'accord, mais je ne suis pas convaincu que la Ligue arabe a les moyens de faire quelque chose, sauf dans le moyen politique, dans le moyen diplomatique dans un certain sens. Mais je parle des problèmes inter-libyens, c'est-à-dire de réunir les Libyens d'abord avant de penser à combattre d'autres groupes terroristes, bien sûr. Oui, ce sera un bon moment, certainement, d'essayer. Mais jusqu'à maintenant, on n'a vraiment pas trouvé une politique commune. Même parmi la Ligue arabe, de trouver une politique commune pour une solution en Libye. Tout ce que vraiment la Ligue arabe pourra bien faire, c'est un peu de donner leur accord, leur soutien à d'autres éléments, par exemple l'Égypte, de prendre un rôle plus actif, de trouver une solution. Ou d'autres alliances, disons, entre certains pays européens, certains pays arabes. Après tout, ce qui se passe en Libye menace tous les pays autour de la Libye. Ça veut dire, déjà, l'Algérie a subi certains attentats, la Tunisie a subi certains attentats à cause de ce qui se passe en Libye. Alors oui, c'est dans l'intérêt de tous les voisins, les autres pays arabes, de trouver une solution commune. Oui. Alors, dans d'autres pays de la région, comme la Syrie par exemple, on a des pays étrangers, des mains, si on peut dire étrangères, qui essaient de manipuler les choses. Est-ce qu'en Libye c'est pareil? Est-ce qu'il y a des pays qui ont intérêt à ce que la situation reste chaotique? Je pense pour le moment non. Mais il faut quand même pas oublier quelque chose, que la Libye est un vrai trésor économique. Ça veut dire qu'il y aura des rivalités entre, par exemple, certains pays européens, les États-Unis peut-être, pour ceux qui seront ceux qui vont arbitrer l'économie libyenne après que tout ça sera amélioré. Ça veut dire plus tard. Et c'est plutôt ça. Alors il y a une côté qui cherche, on sait pas, on n'est pas exactement sûr de ce qui se passe derrière les rideaux dans tout ça, mais certainement il y a sûrement des circonstances qu'il y aura des rivalités là-dessus. Mais pour l'instant, vous êtes presque sûr, ou vous voyez que le fait de se sentir menacé, c'est-à-dire l'Europe, les pays européens, parce que comme vous venez de dire, c'est juste de l'autre côté de la Méditerranée, ils vont essayer de calmer la situation et de trouver au moins un moyen de combattre les terroristes. Oui, ou plutôt trouver des partenaires qui vont combattre les terroristes. Je pense que c'est plutôt ça le cas actuellement. Ils peuvent certainement aider, donner un peu de soutien, mais l'opinion publique dans leur propre pays est contre l'idée. Il ne faut pas oublier ça. Contre l'idée de frappe, de rentrer, comme ils ont fait il y a quelques années. Par exemple, le gouvernement français, le gouvernement anglais sont dans le sens l'opinion publique dans ces pays sont complètement contre que leur pays rentre dans un sens militaire en Libye. Alors, eux doivent trouver un autre moyen de trouver ces solutions. Et ce sera plutôt de trouver d'autres qui feront, avec leur soutien, qui feront ce qu'il faut faire, bien sûr, dans le sens militaire. Exactement, selon les participants à cette réunion d'aujourd'hui de Vienne, selon eux, cette réunion, c'est l'occasion de trouver une action commune pour travailler en Libye. Quel genre d'action commune vous pensez peut avoir lieu en Libye? Premièrement, eux doivent être convaincus que ce sera une action qui pourra réussir. Et actuellement, je vois de ce que je vois, de ce qui se passe ailleurs, pas dans le Moyen-Orient, pas parmi les pays arabes, mais plutôt parmi les pays européens, que eux sont vraiment un peu confus de ce que pourra être la meilleure stratégie pour trouver des solutions. Et c'est plutôt ça qu'ils ont vraiment besoin, par exemple, de la Ligue arabe, et ils doivent vraiment rentrer dans un front politiquement uni
avec le Moyen-Orient, avec ces pays qui sont vraiment autour de la Libye. Pas seulement dans le sens de l'extrémisme, mais aussi dans le sens que qui va aider la Libye plus tard. Quel sera le résultat du pétrole, par exemple, libyen? Est-ce que et quelles seront ces rivalités économiques est-ce qu'il y aura des accords là-dessus? C'est plutôt ça, je trouve, qui est la raison que jusqu'à maintenant tous ces pays n'ont pas vraiment trouvé des solutions parmi eux. Ouais. Alors une dernière question, si vous permettez, est-ce que la Libye a le même problème que les autres pays comme la Syrie et l'Irak? Je parle du peuple surtout. Est-ce que c'est composé de plusieurs ethnies et que ce serait difficile de les unir? Et c'était comme c'était difficile, par exemple, ou c'est toujours difficile en Irak et en Syrie? Oui, ils ont des problèmes, mais c'est pas vraiment des problèmes ethniques dans ce sens. C'est pas lié, sont-ils des raisons de sectes musulmanes ou des différences? C'est plutôt une société tribale. C'est des tribus dans un certain sens, et dans un autre sens, c'est vraiment deux pays. C'est la Cyrénaïque dans l'est et c'est le Tripolitaine dans l'ouest. Et c'est les tribus de Tripolitaine et les tribus de Cyrénaïque. Alors il y a vraiment deux grands côtés, et parmi ces deux grands côtés, il y a plusieurs intérêts tribaux. En plus, il y a des intérêts idéologiques maintenant qui rentrent dans l'affaire, et aussi des intérêts de certaines régions, alors du région qui rentre dans l'affaire aussi. Alors dans ce sens, c'est ça la base de la manque d'unité en Libye actuellement. Bien, alors si vous permettez, on va passer à notre dernier sujet pour ce soir. Alors on va parler de l'Europe et de la Russie. En fait, le déploiement du bouclier antimissile de l'OTAN en Roumanie et le lancement de la construction d'un autre en Pologne il y a quelques jours, tout près des frontières russes, ont remis sur le tapis la question de la course à l'armement stratégique, puisque Moscou y voit une menace et se réserve même le droit de prendre des mesures de rétorsion. Alors, ce qui s'est passé la semaine passée aussi entre ces pays et la Russie a encore une fois ravivé les problèmes, si on peut le dire, entre les deux côtés. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant ce déploiement et la réaction de la Russie, et puis on revient pour plus d'explications. Dès l'annonce de l'inauguration du site de l'OTAN en Roumanie, Moscou n'a pas tardé à réagir. Des conclaves au plus haut niveau se sont aussitôt tenus pour examiner la situation et définir éventuellement une riposte à ce que Vladimir Poutine, qui a présidé ces réunions, considère comme une violation du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en vigueur depuis 1988. Maintenant que ces éléments antimissiles ont été déployés, nous allons devoir réfléchir à la manière de faire face aux menaces qui sont apparues pour la sécurité de la Russie, a déclaré Poutine lors d'une première réunion avec des responsables du complexe militaro-industriel russe. Pour le président russe, la démarche de l'OTAN constitue un pas supplémentaire vers la déstabilisation du système de sécurité internationale et vers une nouvelle course aux armements. Dans le camp de l'OTAN, on estime en revanche que le système de défense antimissile balistique ne vise pas la Russie. Le secrétaire adjoint à la défense des États-Unis, Robert Walk, a en effet déclaré que ce système avait pour but de protéger les pays alliés contre les menaces provenant de l'extérieur de l'Europe. Une affirmation à laquelle Moscou ne semble pas accorder beaucoup de crédit. Le président Poutine l'a en effet clairement signifié en déclarant que son pays fera tout ce qui est nécessaire pour assurer et conserver l'équilibre stratégique des forces qui est la garantie la plus sûre contre l'apparition de conflits d'ampleur. Après sa réunion avec des responsables militaires, Poutine s'est ensuite entretenu avec les membres permanents du Conseil de sécurité de Russie, composé du Premier ministre Dmitry Medvedev, des ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères, outre les présidents des deux chambres du Parlement des hauts responsables de la sécurité. Selon le porte-parole du Kremlin, le président russe a évoqué durant cette réunion divers points en relation avec les mesures à prendre en vue d'assurer l'équilibre stratégique et la sécurité de la Russie à la lumière de la création des sites antimissiles.
Un sénateur russe, président du comité sur la défense et la sécurité de la Chambre haute du Parlement, Viktor Ozerov, a estimé de son côté que des mesures extrêmes, y compris la possibilité de quitter le traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs START, sont envisageables si la Russie considère que le déploiement d'éléments du système de défense antimissile est irréversible et qu'il présente une menace réelle pour leur sécurité. Non, docteur Sabit, en fait, comme on vient de voir encore un problème entre la communauté internationale et la Russie cette fois-ci, alors le déploiement du bouclier antimissile de l'OTAN, la Russie y voit une menace et l'OTAN de son côté trouve que ce système ne vise pas la Russie. Alors comment vous voyez la situation, vous ? Ça fait plusieurs années qu'ils ont déclaré qu'ils allaient développer ce bouclier. Et à l'époque, ils ont dit que ce bouclier sera mis en place à cause des menaces d'Iran et d'autres éléments qui n'ont pas vraiment identifiés. Mais c'était plutôt à l'époque l'Iran qui était le grand protagoniste dans cette histoire. À l'époque, les Russes n'étaient pas vraiment contents de la situation, ils l'ont dénoncé en tous les cas. Et on peut même dire, ça fait que c'est pas la seule, mais c'est une des raisons de la réaction russe sur l'Ukraine. Et c'était cette situation que l'OTAN était vraiment en train de pousser ses idées un peu trop loin. Et bien sûr, ils le voient comme une menace. Et ils ont fait des déclarations qui ne vont pas vraiment la laisser aller de cette façon. Dans ce sens, ce sont des déclarations assez quand même sérieuses. Et c'est une situation assez sérieuse aussi entre les partenaires de l'OTAN de l'Est, ça veut dire la Pologne, les pays des Baltes, la Roumanie actuellement, qui a accepté d'avoir un élément de ce bouclier, et bien sûr aussi la Pologne. Parce que ce sont vraiment des pays qui ont eu une longue expérience avec la Russie. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation quand même de la Pologne par la Russie, éventuellement. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine animosité parmi ces pays vis-à-vis de la Russie. Ils ont peur de la Russie. Et en plus, la Russie a aussi peur de ce qui se passe. De l'autre côté, ils ont peur que l'OTAN est devenu beaucoup trop grand et c'est actuellement à leurs frontières. Alors, c'est vraiment le très bon moment de trouver une diplomatie dynamique et avec une certaine imagination. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est une diplomatie sans imagination et on voit ce qui se passe actuellement. Ouais. Alors en fait, la Russie a parlé d'une violation du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en vigueur depuis 1998, 88 en fait, excusez-moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qui se passe, ça représente une violation du traité? Ce qui était en accord à l'époque, c'était que personne fera des efforts de trouver bouclier. Parce qu'à ce moment-là, ce sera la fin du protocole, de ce qu'on appelle le protocole de MAD. MAD, ça veut dire le Mutual Assured Discussion, la destruction mutuelle assurée. Plus ou moins. Et en ce sens, oui, ça va contre l'esprit de cet accord à cette époque, oui. Oui. Alors, la Russie également a parlé de plusieurs ripostes, si on peut le dire, à ce qui s'est passé, y compris la possibilité de quitter le traité sur la réduction des armements stratégiques offensives START, qui a été signé avec les États-Unis. Est-ce que vous voyez aussi qu'ils ont raison d'aller si loin ou c'est juste un moyen de se retirer ou de menacer les États-Unis en même temps? Il faut quand même regarder un peu le but de la stratégie russe actuellement. La Russie voudra bien être un partenaire très sérieux et pas dominant, mais certainement un des grands en Europe.
Ouais. Et c'est vraiment ça, à la fin de ce qui se passe. On voit aux États-Unis une rivalité dans ce sens. Alors, c'est plutôt une rivalité entre la Russie actuelle et les États-Unis sur le destin et le futur d'Europe. C'est un peu plutôt ça. Et moi, je parle bien sûr dans le sens économique, dans le sens diplomatique, dans le sens d'une politique unie entre tous ces gens, tous ces pays. Et c'est plutôt ça le but. Et bien sûr, ce qui se passe avec l'OTAN actuellement, c'est une menace contre cette stratégie de la Russie actuelle. Ouais. Alors, Poutine aussi a parlé qu'il allait faire tout ce qui est nécessaire pour assurer et conserver l'équilibre stratégique des forces, selon lui, qui est la garantie, toujours selon ces termes, la plus sûre contre l'apparition de conflits d'ampleur. Est-ce que vous voyez que il a raison d'avoir si peur de ces boucliers, ou il est allé un peu trop loin quand même dans ses craintes ou dans ses doutes de l'Occident? Il faut quand même, ils sont allés un peu trop loin, je trouve, mais il faut quand même regarder la situation telle qu'elle est. Les deux côtés, ils ont très peur l'un de l'autre. Ils ont une histoire ensemble, une histoire qui date de au moins presque 1000 ans. C'est la grande voie des invasions, la grande voie d'invasion de l'ouest à l'est et de l'est à l'ouest. Alors, les deux côtés, ils ont très peur, un de l'autre. Jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, la Russie a peur, par exemple, de l'Allemagne. L'Allemagne qui est considérée vraiment un des superpuissances de l'Europe jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé pendant la guerre. Et la Deuxième Guerre mondiale n'est pas aussi long, c'est pas si long que tout ça quand même. C'est plutôt les perceptions de l'un de l'autre. Et c'est pour ça que c'est le moment vraiment d'une diplomatie intelligente. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez que tout cela, c'est en raison de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, enfin? Et le Crimée? C'est-à-dire les pays de l'OTAN, les États-Unis, ils essayent tous d'avoir une influence sur la Russie pour essayer de résoudre le problème avec l'Ukraine, enfin. Oui, il y a ça. Il y a une sorte de pression sur la Russie. Parce que de base, les vrais accords qui ont été cassés, ce sont les accords entre l'OTAN et la Russie avec l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, leurs frontières ont été garanties pour le mieux ou pour le mauvais pendant les années 90. En échange, l'Ukraine a abandonné leurs armes nucléaires, dont ils avaient un arsenal assez puissant. Alors l'Ukraine, bien sûr, se sent complètement trahie par les deux côtés. Et dans ce sens, c'est plutôt ça. Est-ce qu'on peut trouver une solution avec ces dossiers sur la table ou pas? La Russie a peur de perdre l'Ukraine. L'Ouest voudra bien avoir l'Ukraine dans leur côté. Et oui, l'Ukraine, c'est en plein milieu des deux côtés. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez avec cette réaction de la Russie, et le tour va continuer avec la construction de l'autre bouclier qui sera cette fois-ci en Pologne, ou ça va ralentir un peu les choses? Bon, il faut quand même regarder la situation avec ce bouclier, exactement, techniquement. Est-ce que c'est vraiment un bouclier pour n'importe qui, ou seulement pour l'Iran, etc. La réalité, c'est que c'est aussi un bouclier pour se défendre contre la Russie. Pas question. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire actuellement? Non, c'est pas une bonne idée. C'est une très mauvaise idée. Alors, oui, c'est la base. Est-ce qu'on peut trouver des solutions entre les deux côtés? Oui, et c'est une bonne idée de le trouver maintenant, au lieu qu'on le laisse et ça devient de plus en plus pire. Oui. Alors, vous voyez que la meilleure solution, ce serait comme toujours, de se mettre d'accord, c'est-à-dire d'essayer de trouver une issue politique, diplomatique. Oui, absolument. Absolument. Parce que ce bouclier, elle n'est pas vraiment aussi nécessaire que tout ça. D'accord. Parce qu'actuellement, l'Iran a une grande menace qu'elle était. C'est juste une pression sur la Russie. Oui. Alors la Russie a raison, enfin. Oui, exactement. Je vous remercie infiniment, Dr Mahmoud Chawet. Je rappelle, vous êtes historien et également analyste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, c'est ainsi que nous parvenons à la fin de cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.